Merci beaucoup, Alexandre. Mesdames, Messieurs, un monde durable. Qu'est-ce qu'on y associe? Est-ce qu'on peut poser la question autrement? Est-ce qu'un monde qui ne fait pas de la solidarité un principe intangible est-il durable? Et moi, j'ai une conviction que je pense que nous avons en commun, c'est que, pas simplement pour des raisons éthiques et encore moins pour des raisons morales, puisque ça appartient à l'intimité de chacun d'entre nous, le XXIe siècle sera solidaire ou ne sera pas. Pour une raison qui échappe parfois aux esprits les plus éclairés, c'est que qu'est-ce qui caractérise cette fin de XXe siècle et ce début du XXIe siècle? C'est que le monde s'est connecté. En l'espace de 30 ans, 40 ans, la planète s'est rétrécie, elle s'est connectée par la mobilité, elle s'est connectée par la communication, elle s'est connectée par Internet. Et en se connectant, cela a nourri un faux espoir qui n'a pas été comblé, puisque nous avons été convaincus qu'en se connectant, nous allions pouvoir effacer, réduire les inégalités du monde. Et en réalité, la situation est la suivante. Nous n'avons franchi qu'une étape. Nous nous sommes connectés, mais nous ne nous sommes pas reliés. Et nous n'avons pas réduit les inégalités. Nous n'avons fait qu'exposer les inégalités. Donc nous avons donné une vision nouvelle aux exclus qui, aujourd'hui, dans un monde connecté, ont une vue directe sur les inclus. Et si je me permets de dire ça, c'est que ça change totalement la donne. Ça déplace l'impératif de solidarité d'un enjeu moral à une contrainte physique, parce que vous ne pouvez pas ajouter à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Vous ne pouvez pas condamner les exclus à observer les inclus, pas dans un monde connecté. Et je pense qu'en disant ça, chacun comprend ce que nous sommes déjà en train de vivre au niveau européen. Et donc, si la solidarité ne devient pas la norme, si nous ne sommes pas dans un monde qui partage, eh bien, il n'y aura pas de dénouement heureux dans ce siècle. Mais pour être solidaire, pour pouvoir partager, encore faut-il ne pas dilapider, encore faut-il ne pas épuiser ce qui est le substrat de l'économie ou de la vie, c'est-à-dire nos ressources naturelles ou nos matières premières. Encore faut-il que quand on produit de la richesse, on ne la concentre pas, mais on la répartisse. Et c'est en cela où l'enjeu social, écologique et économique sont devenus des enjeux indissociables, mais qui doivent guider en priorité notre esprit, notre innovation, notre inventivité, notre économie, notre modèle politique. Ce XXIe siècle, quelque part, nous met en demeure de prendre en charge les conséquences de notre propre succès. L'homme n'est pas victime de sa faiblesse, il est victime de sa trop grande puissance. Nous avons cru aveuglés par la technologie, probablement que nous pouvions nous affranchir du reste du vivant et faire cavalier seul. Nous avons pensé que l'homme pouvait s'exonérer des lois de la nature. Eh bien, c'est probablement la plaie la plus importante de ce XXIe siècle. C'est que dans cet enivrement, nous avons perdu de vue que l'homme fait partie d'un tout. Nous avons perdu de vue que nous sommes une toute petite communauté humaine avec une communauté d'origine
et avec une communauté de destin. Nous avons perdu de vue que personne ne pourra tracer son itinéraire ou sa trajectoire tout seul. Et je dis ça à un moment où la tentation du repli sur soi, de l'unilatéralisme, est une ombre qui plane sur nos sociétés. Eh bien, nous avons un impératif, c'est que nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir, que de mutualiser, que de penser en commun, que d'avoir une intelligence et une volonté universelle. Ce qui fait défaut dans ce siècle, ce n'est pas le manque de moyens. Albert Einstein l'avait très bien compris. Il disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Eh bien, il mettait le doigt sur la tragédie de ce siècle, la perte de sens. Les moyens sont là, mais ils ne sont pas forcément toujours destinés à améliorer la condition humaine et d'une manière équitable. Et donc, nous devons redonner du sens au progrès. Si je me permets de faire cette introduction ou cette diversion, c'est parce que je sais qu'ici, j'ai des oreilles qui peuvent comprendre ça. Parce que le petit trait d'union entre les hommes et les femmes qui sont ici et qui sont dans cette société invisible en France, qui n'est pas en quête de reconnaissance, mais qui est en train de préparer le monde de demain, c'est qu'ils ont compris que ce qu'il faut retrouver, ce avec quoi il faut renouer, c'est du sens. Redonner du sens au progrès. Et puis, avoir à l'esprit que on ne pourra pas infliger durablement à des hommes et des femmes qui, un beau matin, vont découvrir, par exemple, que si chez eux, brutalement, leur territoire est régulièrement envahi par la montée des eaux, régulièrement et d'une manière de plus en plus intense et soumis à des extrêmes climatiques dévastateurs. Tant que ces hommes et ces femmes pensaient que tout ça faisait partie d'un cycle naturel, tant qu'une femme en Afrique ne sait pas que son enfant va mourir d'un médicament dont on a le remède ailleurs, qu'on a été capable d'amener une bouteille de Coca-Cola dans son village, mais pas un traitement antipalédien. Tant qu'elle ne le sait pas, elle met ça sur le compte du destin. Mais quand elle découvre un beau matin par Internet, par la télévision, ou simplement par un témoignage d'un voyageur, qu'elle n'a pas la même valeur, le même capital de chance, d'espérance de vie, eh bien, c'est ce que je disais à l'instant, vous l'humiliez. Et l'humiliation est le pire des moteurs. Et si je me permets de dire ça, c'est que ce XXIe siècle, il est à la fois inquiétant, mais il est à la fois enthousiasmant. Et l'avenir sera ce que nous déciderons d'en faire si, contrairement à certains, et ce qui n'est pas votre cas ici, nous décidons de ce que sera l'avenir. C'est-à-dire que nous le construisons, nous ne le subissons pas. Et je dis ça parce que je tiens, dans ce propos, à saluer celles et ceux qui se résignent jamais, qui ne reportent pas toujours la faute sur l'autre, qui créent, qui innovent, qui inventent, qui partagent et qui le font pour la plupart du temps sans chercher la moindre marque de reconnaissance. Et donc, je voudrais simplement que ma présence ici, pour les bénévoles, pour ceux qui innovent, pour ceux qui sont en train, d'une manière pionnière, de déployer ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui deviendra, n'en doutez pas, comme l'économie circulaire, la norme de demain. Eh bien, vous êtes des pionniers sans le savoir. Vous êtes en train de donner le cadre intellectuel, philosophique, éthique du monde de demain. Et à aucun moment vous cédez à notre pire ennemi qui est le fatalisme. Voilà ce que je voulais simplement vous dire de la manière la plus spontanée qui soit. Vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes ceux qui, quand parfois on douterait de l'humanité, eh bien c'est une mauvaise lecture.
Parce que ceux qui parfois vous désespèrent de l'humanité, ce sont les plus visibles, ce sont les plus bruyants, ce sont les plus criants. Mais en réalité, c'est une minorité visible qui dissimule une majorité invisible et que je tenais à saluer ici. Merci beaucoup. Puisque vous êtes ici devant nous, vous étiez, pendant une longue partie de votre carrière, de ce côté-là, du côté de la société civile, non pas que ce soit toujours opposé, mais vous avez fait partie de ceux qui ont lutté pour que les politiques publiques changent. Vous nous parlez à l'instant de cette minorité active qu'on entend, hélas, beaucoup trop par rapport à une majorité qui œuvre. Comment est-ce qu'on peut inverser le rapport de force ? Il faut faire la jonction. Il y a ce qui provient de la société elle-même. Mais il faut lui dégager de l'espace. Il faut que le politique libère de l'espace à l'innovation. Il faut être à l'écoute. Personne n'a le monopole de l'innovation. D'ailleurs, personne ne détient, je veux dire, l'ensemble du puzzle de demain. Mais tous les morceaux sont là. Et le rôle du politique, c'est de les assembler. Mais c'est aussi le rôle du politique d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire qu'un autre monde est possible. Et puis d'entendre ce monde qui est en train de pousser. Je ne suis pas resté très longtemps, je suis resté 1 heure. Enfin, je découvre, mais j'en connais d'autres. Des start-up, des petites associations, des initiatives de citoyens. Je sais qu'elles sont en train, quelque part, de conditionner, d'être une préfiguration de ce que sera le monde de demain. Mais il faut, comment dire, s'ouvrir presque jusqu'à l'utopie. Vous savez, un de mes maîtres à penser, c'était Théodore Monod. Et Théodore Monod, il me disait, l'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui est irréalisé. Mais il faut surtout penser autrement. Voilà. Il faut penser avec quelques principes supplémentaires que nous avons en partage. Solidarité, j'ai dit tout à l'heure. Humilité. Humilité parce que ne soyons pas aveuglés par notre puissance de feu. Elle nous donne plus de devoirs que de droits. Diversité. Un mot qui va conditionner le XXIe siècle, dans tous les sens du terme. Diversité humaine. Il n'y a pas d'issue heureuse pour l'humanité dans l'uniformité. Diversité biologique, dont chacun sait ici qu'elle subit la pire érosion depuis que la vie existe sur Terre. Mais diversité simplement parce que pour résoudre toutes les équations du XXIe siècle, il n'y aura pas une solution. Il y aura besoin de diversité. Dans le modèle énergétique que je porte, on aura besoin de toute la palette des énergies renouvelables. On aura besoin de toute la palette des technologies pour stocker les énergies intermittentes. Dans le domaine agricole, on n'aura pas un modèle agricole, on aura plusieurs modèles agricoles. Dans le domaine du transport, on n'aura pas un système de transport doux, on aura plusieurs modèles de transport doux. Et donc, ce mot est un mot, pour moi, évidemment essentiel. Inventivité. Ne pas partir du principe qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà. Et ne pas reproduire à l'excès ce qui a été le problème hier. Et c'est souvent la difficulté dans laquelle je me débat. L'écologie, tout le monde est pour. Mais souvent, on est contre ce que ça implique. Parce que nous avons, nous les êtres humains, tous nos petits paradoxes. Mais comme le disait Bossuet, nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes. Eh bien, il faut nous regarder tel qu'on est. Le progrès n'a pas fait que des bêtises, loin de là. Il a aidé nombre d'hommes, de femmes, de pays, de sociétés à sortir et à s'affranchir d'un certain nombre de souffrances ou de servitudes. Mais il a laissé aussi sur le chemin beaucoup de gens qui ont d'ailleurs payé un tribut à l'épanouissement des autres. Et donc ce XXIe siècle, c'est un moment où on doit remettre les choses à plat. Mais il ne faut pas le faire les uns contre les autres. Ces cloisonnements qu'on a dans la société, dans lequel, et la France, nous y sommes particulièrement gourmands, on est gaulois dans la confrontation. Enfin, regardons le temps qui est là devant nous, l'opportunité qu'on a ou le risque qu'on a. Est-ce qu'on peut continuer à mijoter nos petits préjugés les uns contre les autres comme si on avait l'éternité devant nous? Pouvons-nous nous retrouver sur l'essentiel? Eh bien, je pense que dans ce monde-là, on doit s'en inspirer
les hommes, les femmes politiques doivent s'inspirer de ce monde qui agit, de ce monde qui crée, qui ose, qui tente, qui partage, qui tend la main et qui regarde l'autre et qui ne baisse pas le regard quand quelqu'un est dans la difficulté. Et justement, vous nous parlez d'un futur qui a l'air terrible et en même temps d'un meilleur possible. Moi, je suis journaliste, j'essaye d'être optimiste. J'ai plutôt tendance à voir, hélas, des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on va, au fond, réussir à faire cette fameuse transition dont vous nous parlez, écologique et humaniste ? On est sur un chemin de crête, sur une corde sensible. Et on peut basculer des deux côtés. Les temps qui viennent, chacun le sent, sans être un grand observateur du monde, on sent bien que ce 21e siècle, il est fragile. On a tout ce qu'il faut. On en connaît déjà suffisamment. On a même l'économie qu'il faut. Pas le modèle économique qu'il faut. Mais si on ramenait dans le périmètre de la solidarité l'argent qui s'est organisé en toute légalité, mais en toute immoralité pour ne pas participer à la solidarité, vous n'auriez pas le Nord condamné à l'austérité et le Sud condamné à la misère. C'est une question de volonté partagée. Alors un État seul ne peut pas le résoudre, mais un espace européen peut le résoudre. En matière de technologie, on peut avoir un monde autonome sur un plan énergétique, simplement avec l'énergie que nous envoie le Soleil demain. On peut largement nourrir quelques milliards d'habitants supplémentaires, mais pas avec un modèle agricole qui détruit tout. Encore une fois, tout nous ramène à la question de la vision et la question du sens. Être capable de distinguer ce qui participe du progrès de ce qui ne participe pas. Sortir de cette civilisation du gâchis. Je regardais ce que fait la Croix-Rouge en termes d'économie circulaire. Mais c'est tellement frappé au coin du bon sens. C'est tout simplement d'ailleurs une manière de l'intelligence de l'homme de reproduire l'intelligence de la nature, parce que la nature, elle est en économie circulaire. Rien ne se perd, tout se transforme. Et là, je viens de voir des objets qui auraient dû finir à la déchetterie et qui repartent pour une deuxième vie. Donc on est à ce moment, on est en train de... Il y a un monde en gestation. Alors certains ne l'entendent pas, certains ne le voient pas. Mais il faut savoir que voilà, il y a des citoyens qui n'attendent pas que le modèle se révolutionne tout seul, ils y contribuent. Mais à un moment ou à un autre, le rôle du politique, ça va être quand même de fluidifier tout ça, d'organiser tout cela, et puis de demander à celles et ceux qui n'ont pas forcément intérêt à ce que ce nouveau monde s'installe, libèrent la place. On en arrive à un point un peu crucial. Vous nous parlez de volonté des associations, de ceux qui s'engagent. À un moment, il faut un accompagnement politique. Il faut une volonté politique pour porter tous ces changements. Ils sont massifs. Vous avez parlé de déstabiliser les rentes, d'aller peut-être chercher un argent qui est mal employé, légal, mais peut-être immoral. Cette volonté politique-là, aujourd'hui, existe-t-elle ? Elle existe d'une manière disséminée. Elle n'est pas partagée. Elle n'est pas unie. L'Europe, au moment où on n'en a jamais eu autant besoin, n'est pas unie sur ces sujets essentiels. Tant que, et pardon de la caricature, mais qu'on s'accommodera que 1% de la planète concentre 93% des richesses, il n'y a pas besoin forcément de placer cette constatation à la gauche de l'échiquier politique. N'importe quel esprit éclairé ne peut pas imaginer dans un monde où tout se sait que ce monde sera durable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit aller vers un monde égalitaire, mais on peut tendre vers un monde équitable. Et ça, c'est une forme de résignation du politique de s'accommoder de cela. Ça fait... regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants, dont je crains malheureusement que ce que nous vivions ne soit qu'un échantillon de ce qui nous attend, notamment avec les migrants climatiques, avec le développement de la désertification. La réponse, au-delà de l'urgence, c'est comme d'ailleurs l'a proposé Angela Merkel, un plan Marshall avec l'Afrique, un pacte. On gagnera avec l'Afrique ou on perdra avec l'Afrique. Alors on va me dire, ok, vous trouvez où l'argent ? Bon, d'abord, il faut quand même rappeler que parfois nous nous sommes développés en récupérant, et encore aujourd'hui, des ressources qui sont dans ces territoires-là, donc on peut peut-être aussi partager. Mais vous prenez simplement les flux financiers
vous mettez une petite assiette sur ces flux financiers. Vous croyez que la finance va se sauver en courant? Ça sera $1 pour eux. Et vous récupérerez des milliers de milliards de dollars que vous pourrez mettre pour que ces pays puissent se protéger, s'adapter, se développer, sans passer forcément, par exemple, en ce qui concerne l'énergie, par la case des énergies fossiles et les mettre en dépendance de technologies très lourdes, mais au contraire d'avoir aussi leur autonomie énergétique. Et un mot d'ailleurs sur l'autonomie énergétique. Pourquoi est-ce que je me bats beaucoup pour développer les énergies renouvelables? D'abord parce que les énergies fossiles, comme on le sait, ne sont plus la solution, c'est elles qui sont en grande partie responsables des changements climatiques. Le nucléaire, je ne vais pas engager un débat ici, mais ça n'est pas pour moi une énergie d'avenir parce que ça spécule sur des milliers d'années sur des déchets que nous ne sommes pas capables de prendre en compte. Mais peu importe. Quel est l'intérêt des énergies renouvelables? C'est qu'à partir du moment où vous pouvez produire votre énergie dans votre village, dans votre pays, probablement dans votre immeuble ou votre maison, vous allez changer les rapports de force du monde, parce que regardez ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Qui est-ce qui était derrière la source de beaucoup de conflits, et encore aujourd'hui? Le pétrole, le gaz, le charbon. Parce que chaque pays était ou dépendant d'un pays, ou au contraire avait la main sur son voisin parce qu'il était détenteur de ces ressources-là. Le jour où on s'affranchit de cela, et ce jour est proche, le jour où on peut être autonome, n'importe quel village africain, n'importe quel pays, Bangladesh jusqu'à la Guinée, pourra produire son énergie à partir d'une énergie qui est gratuite, parce que le soleil est gratuit, le vent est gratuit, la géothermie est gratuite, le mouvement des vagues est gratuit. Ça peut être aussi le monde emballant de demain, parce que quand vous donnez accès à l'énergie à celles et ceux qui n'y ont pas accès, eh bien vous donnez accès à tous les autres besoins élémentaires qui leur permettent de vivre dignement. Mais ce monde emballant dont vous parlez, il dérange un certain nombre de monopoles établis, de personnes qui ont tout intérêt à ce que rien ne change. Vous nous parliez des migrants à l'instant. Notre pays, lors du drame de l'Aquarius, a eu une position extrêmement difficile, parfois incompréhensible. Vous nous parlez de nouvelles économies, parfois même de passer au-delà du nucléaire. Comment est-ce qu'on peut convaincre ceux qui n'ont pas compris l'importance du changement? Bon, d'abord, vous avez compris qu'on est dans un monde en transition. Donc à partir du moment où on est dans un monde en transition, ça prend un certain temps. Une transition, ça ne se décrète pas brutalement, ça s'organise. Parfois, il faut prendre un peu de temps pour en gagner derrière. Je dis n'importe quoi, on veut sortir des centrales à charbon, peut-être même fermer quelques réacteurs nucléaires. Ça ne se décrète pas depuis Paris. Il faut d'abord aller discuter avec les hommes, les femmes qui vont être impactés par cela. Donc cette transition, elle doit évidemment se planifier. Elle doit être prévisible, elle doit être progressive, mais elle doit être absolument irréversible. Une fois que vous avez planifié ça, une fois que vous avez une vision, une fois que chacun a compris où on veut aller, quel va être le modèle de société de demain, eh bien c'est là que le politique et la démocratie doivent jouer tout son rôle. Et pour que la démocratie soit forte, il faut qu'on soit aussi capable, au-delà de nos divisions claniques, corporatistes, politiciennes, de nous retrouver sur l'essentiel. Parce que quand la France parle d'une seule voix, rien ne peut lui résister. Quand la France se divise, rentre dans toutes sortes de postures, non seulement elle ne bouge pas, mais elle recule. C'est quoi notre voix unifiée? Vous savez, si les mots ont un sens, qu'est-ce qui se joue dans ce siècle? Les conditions d'existence de l'humanité. Eh bien, si on en est convaincu et la science a tranché, c'est une occasion inespérée de nous retrouver sur l'essentiel. Parce qu'on coulera ensemble ou on gagnera ensemble. Et aujourd'hui, on a tout pour faire un saut qualitatif. Manque la volonté collective, l'intelligence collective. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas forcément trouvé l'équation. Mais chaque citoyen doit la trouver en soi également. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup.